La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. C'est une personnalité, c'est la première fois qu'elle s'exprime. C'est l'ambassadeur d'Allemagne en France. Bonsoir, Hans-Dieter Lucas. Bonsoir. Merci d'être là. On a beaucoup envie d'attendre la version allemande, tant sur le plan de la guerre, sur le plan de l'énergie. On a envie de comprendre pourquoi est-ce que vous avez tant barré le nucléaire, pourquoi vous êtes tellement opposé au fait de décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. Et puis, on parlera quand même de ce couple franco-allemand qui vacille. Je sais bien que vous êtes diplomate, mais j'espère quand même que vous nous apporterez des réponses et surtout intéressant de voir votre perception. On va parler d'abord de l'Ukraine, de ce qui se passe, des déclarations de Vladimir Poutine tout à l'heure. Je vais rappeler que vous avez été très intéressant, ambassadeur d'Allemagne auprès de l'OTAN, donc vous connaissez bien toutes les questions de défense. Mais on a appris tout à l'heure, ça nous a un peu surpris, qu'il y avait eu une sorte de coup d'État, raté évidemment, mais en Allemagne, qui avait quand même 25 interpellations, 52 personnes visées, et qui avait derrière la fameuse idéologie des Reichsbürger. Surtout, certains se posent cette question, est-ce que les Russes sont en arrière-plan ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé en Allemagne ? Je pense que les investigations sont en cours. Donc, il faut s'attendre aux résultats des investigations. Oui. Cette communauté donc, des Reichsbürger est bien connue. C'est une minorité d'extrême droite. Ce sont des gens qui ne reconnaissent pas l'État allemand, nos instituts, nos lois. Donc, ce sont vraiment des extrémistes. C'est inquiétant. Mais pour le moment, on n'a pas des informations donc, sur le contexte. Donc, il faut vraiment s'attendre aux investigations des autorités allemandes. Ouais. Est-ce que vous diriez, alors au-delà de ce qui se passe là, comme vous dites, les investigations sont en cours, est-ce que vous sentez quand même là, sur les réseaux sociaux, est-ce que les Russes sont très très présents dans une forme de désinformation ? C'est ce qu'on dit en France, est-ce que vous le dites aussi en Allemagne ? Oui. Oui. Je pense que c'est un phénomène qu'on constate partout en Europe, dans l'Occident, que la Russie est très présente dans les réseaux sociaux, donc avec l'intention vraiment de déstabiliser nos sociétés. Mais pour le moment, j'ai l'impression que l'influence russe sur les réseaux sociaux, sur l'opinion publique en Allemagne est assez limitée. Est assez limité. Alors, peut-être vous avez entendu la déclaration tout à l'heure de Vladimir Poutine à propos de la guerre en Ukraine. Il a dit, c'est une guerre, cette guerre est longue, le processus sera long. Est-ce qu'en Allemagne, il y a une forme de lassitude par rapport à cette guerre en Ukraine et les conséquences, évidemment, que ça a sur le plan économique, énergétique et donc sur la vie au quotidien des Allemands ? Je ne vois pas de lassitude. Bien évidemment, donc, la guerre a déclenché une crise énergétique. Il y a l'inflation. Ce n'est pas facile pour la population. Mais généralement, donc, si on regarde par exemple les sondages, le soutien est très fort de la part de la population allemande pour la politique de gouvernement, c'est-à-dire un soutien très clair, très substantiel sur le plan politique, économique et militaire pour l'Ukraine. Compris l'aspect militaire. Donc, pour vous donner un exemple, l'Allemagne a fourni donc des armes lourdes, des armes à l'Ukraine cette année à une hauteur de plus de 2 milliards d'euros. C'est-à-dire c'est très substantiel. On fait ça ensemble avec nos alliés. Et comme le chancelier a dit, donc, il faudra soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, aussi longtemps qu'il faudra. Oui, d'accord. Et là, de ce point de vue-là, les positions sont alignées en Europe, vous avez le sentiment ? Tout à fait. Oui. Aussi en franco-allemand. Donc, je ne le vois pas donc, en désaccord en ce qui concerne le soutien de l'Ukraine, car là, il s'agit vraiment du futur de l'Europe, n'est-ce pas ? Il s'agit de l'ordre européen, de notre sécurité, aussi de notre liberté, d'où la nécessité vraiment de tenir le cap. Tiens, et on va rappeler qu'aujourd'hui, décidément, Zelensky, le président ukrainien, avait été sacré l'homme de l'année 2022 par le magazine Time. C'est toujours quelque chose d'important. Bon, il y a 15 ans, c'était Vladimir Poutine. Donc, c'est une distinction quand même très forte pour Vladimir Zelensky.
La conjoncture économique, le prix que vous payez est très fort. Il y a une inflation qui est beaucoup plus forte qu'en France. Ouais. Le pouvoir d'achat des Allemands a été très entamé, notamment à cause des prix de l'énergie. Vous n'avez pas un bouclier comme les nôtres. En revanche, vous avez un bouclier qui, en soi, à terme, sera sans doute beaucoup plus important, surtout pour les entreprises. La situation économique en Allemagne, est-ce qu'elle est inquiétante à vos yeux? Oui, on attend une récession faible. Donc, c'est ce que le président de la Bundesbank a dit. C'est pas encore sûr, mais assez vraisemblable. Puis, il y a une inflation de 10% pour l'année prochaine. Les économistes disent qu'il faut s'attendre à une inflation de 7%. Et puis, en 2024, ça va baisser, on espère. Mais c'est une situation compliquée. Le gouvernement a réagi par des mesures qui visent à atténuer les conséquences de l'inflation, pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. C'est-à-dire ce paquet de 200 milliards qu'on a adopté vise pas seulement l'industrie, mais aussi les ménages. Oui, en même temps, on voit bien que c'est votre industrie, la machine allemande, l'industrie allemande, elle est frappée de plein fouet. Après des choix énergétiques que nous, on qualifie en France d'hasardeux, mais qui sont liés à votre histoire politique. Oui, c'est un défi, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que l'industrie tient. Aussi, le marché du travail est assez robuste. Là, les chiffres sont plutôt encourageants. Et la réduction en production est relativement faible. C'est intéressant. Donc, l'industrie allemande a économisé 25% de consommation en gaz, mais la réduction de production est à une valeur de 1,5%. Donc, l'industrie tient. Oui. Est-ce qu'il y a une remise en cause quand même de la politique qui a été menée notamment par Angela Merkel, la chancelière avant Olaf Scholz, une politique quand même très proche, je cherchais les mots diplomatiques, des Russes, notamment vis-à-vis du gaz, vis-à-vis du pétrole russe. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a un peu donné les clés de l'industrie allemande aux Russes et qu'aujourd'hui vous payez le contrepoids, pardon? Oui, donc il y avait une grande tradition en Allemagne, si vous voulez, d'avoir ce partenariat énergétique avec la Russie. C'est aussi au centre de la politique de la chancelière Merkel. Aujourd'hui, donc, on doit reconnaître, c'est très compliqué aujourd'hui, oui. Mais la politique est très claire là-dessus. Donc, c'est une rupture totale de nos liens génétiques avec la Russie. C'est un résultat très clair de la guerre. Mais la guerre, c'était pas prévisible. Oui, mais donc c'est les choix. Aujourd'hui, vous payez les erreurs d'Angela Merkel. Donc c'est toujours difficile de dire. Donc une erreur à l'époque où on a conclu, par exemple, donc ces contrats énergétiques avec la Russie. La situation était tout à fait différente, n'est-ce pas? Il y a encore 10 ans, donc les relations de l'Occident avec la Russie étaient tout à fait différentes. Donc, avec le recul, c'est toujours facile de dire bon, c'était une erreur. Lorsque vous voyez que pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le gaz est donc très important pour votre économie. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas même discuter de ce déplafonnement, de cette décorrélation, entre les prix de l'électricité et les prix du gaz? Que demande à corps et à cri Bruno Le Maire, même le président de la République? Chaque fois, ils nous disent mais si, on va l'obtenir, comme les Espagnols l'ont obtenu. Pourquoi est-ce que les Allemands bloquent? On ne comprend pas, nous, ici en France. En ce qui concerne nos modèles ibériques, on était encore sceptiques, comme la Commission européenne, par exemple. Ah oui, mais elle est très allemande, elle est présidée par une Allemande. Donc la Commission européenne, c'est une institution indépendante. Et cette vue, en ce qui concerne cette évaluation du modèle ibérique, est partagée pas seulement par la Commission, mais par un nombre d'autres pays également. Et là, ça risque vraiment de créer une situation dans laquelle on consomme plus de gaz, premièrement. Deuxièmement, donc si on introduit un prix fixe du gaz,
le gaz va peut-être ailleurs. Ça pourrait nous mener à une crise d'approvisionnement qui, bien évidemment, toucherait aussi l'industrie allemande. Et il me semble que aussi nos partenaires ont un certain intérêt que l'industrie allemande ne vaccine pas. D'accord, donc c'est non. Et ça sera toujours non. Non, Hans-Dieter Lucas. Non, mais pour le moment, oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, donc ça veut dire que même il y aura donc on va commencer une discussion sur la réforme du marché d'électricité en Europe. Ouais. Et c'est dans ce contexte qu'il faut discuter cette question-là. Ouais. Mais cette discussion donc, va commencer l'année prochaine. Donc il nous faut des propositions de la Commission. Le dernier Conseil européen a dit qu'il nous faut arriver à une situation pour arriver à un prix qui est... Donc on comprend qu'il y a vraiment un blocage de la part des Allemands pour l'industrie allemande, qu'il n'est pas question d'accepter ce que souhaitent les Français. Ça veut dire que si la France, elle pourrait très bien décider de dire bon bah tant pis, je sors du traité et je fais comme les Espagnols. Qu'est-ce que ça aurait comme réaction en Allemagne si la France disait bah tant pis, nous on le fait quand même? Bon, le modèle ibérique, donc ça a été approuvé par la Commission européenne. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est toujours trouver une solution commune, une approche commune. Et la France et l'Allemagne travaillons là-dessus. Oui, mais visiblement, vous ne voulez pas accéder à la demande française parce que, évidemment, le coût sera peut-être un peu trop lourd à payer pour l'industrie allemande. C'est ça qu'on a compris dans ce que vous nous dites, monsieur l'ambassadeur. Le couple franco-allemand, là, il est confronté quand même à des choix. On voit que vous avez des positions qui sont très différentes des positions de la France. On a vu Elisabeth Borne, certes, aller rencontrer votre chancelier, Olaf Scholz. Il n'en est pas sorti grand-chose. Donc, la vitrine, elle est là, mais derrière, il y a des vraies divergences entre la France et l'Allemagne. Bon, tout d'abord, le résultat de cette réunion entre le chancelier et la Première ministre, c'était la signature d'un accord franco-allemand sur la solidarité énergétique. Oui. C'est-à-dire, la France va livrer du gaz en Allemagne, l'Allemagne va livrer de l'électricité en France et va formaliser cet accord dans une forme juridique le mois prochain. Donc, il y a là donc, des signes très clairs de solidarité franco-allemande. Il y a aussi, à mon avis, une entente sur d'autres questions, sur la nécessité de réduire notre consommation, sur la nécessité d'acheter, par exemple, le gaz en commun. Donc, il y a beaucoup de points communs entre la France et l'Allemagne, même sur la politique énergétique. Oui, mais on voit que c'est quand même, c'est pas par rapport aux enjeux, c'est limité quand même comme point commun. On a le sentiment que le couple franco-allemand, il vacille un peu. On s'en souvient des images très fortes entre, que ce soit Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, que ce soit Kohl avec François Mitterrand. Là, on voit moins. On n'a pas vu de photo depuis longtemps d'Emmanuel Macron en train de mettre sa main sur l'épaule de Olaf Scholz, comme il l'a fait avec Joe Biden lors de son voyage à Washington. C'est grippé, qu'est-ce qui se passe? Oui, le président de la République et le chancelier se sont vus 3 fois dans les mois récents. Donc il y a des échanges permanents et encore une fois, il me semble qu'il y a un terrain d'entente assez grand sur beaucoup de sujets. La guerre en Ukraine, par exemple, la politique climatique, par exemple, la question de la réforme institutionnelle de l'Union européenne, la question de l'élargissement, beaucoup d'autres questions. Donc, il y a des discussions parfois compliquées sur la politique énergétique, mais de l'autre côté, donc, il y a un terrain d'entente assez vaste sur beaucoup d'autres questions. Ouais. Mais vous le ressentez de par votre position d'ambassadeur d'Allemagne en France. Vous êtes tenu d'expliquer souvent la position allemande? Ah oui, absolument. Oui. C'est mon job. Oui, c'est votre job. Et un job où vous êtes très, très sollicité. Le sommet, là, pour le 60e anniversaire du traité d'Élysée, il a été décalé. Il va être quand?
Donc, il y aura une célébration à l'occasion du 60e anniversaire de traité de l'Élysée. Ce sera organisé par les deux parlements. Ça s'inscrit dans une certaine tradition. En dehors de cela, donc, il y aura un conseil de ministres franco-allemand, très probablement également au mois de janvier. Et ça, c'est une bonne occasion de faire le point sur beaucoup des questions. Oui. Je reviens un instant sur le bouclier que vous avez mis en place. On a 200 milliards d'euros, c'est beaucoup. Certains disent oui, mais dedans, effectivement, tout est inscrit dedans. Il va être dépensé rapidement. Quelle est la part pour les citoyens, les particuliers? Quelle est la part pour les entreprises dans ce plan allemand? Donc, on a pris des mesures à la hauteur, maintenant, pour le moment, de 95%. Non, 90 milliards. Millions. Pardon. 90 millions ou 90 milliards? Millions. Ah oui, donc c'est rien. 90 millions, mais c'est un plafond de 200 millions. Milliards. Millions. C'est en milliards d'euros. Oui. Oui, c'est ça. Non, parce que vous dites millions, pardon, il ne faut pas confondre. Non, donc c'était bien 90 milliards et là on est à 200 milliards d'euros, donc il reste encore le double. Il n'aurait pas été plus simple d'avoir un même bouclier que celui de la France ou la France, celui de l'Allemagne, au niveau européen, non? La Commission européenne, on n'aurait pas pu se mettre d'accord pour avoir un peu les mêmes protections? Oui, c'est une discussion qui est en cours. L'Allemagne a adopté un plan comme la France, comme l'Italie, comme les Pays-Bas. Oui, chacun est différent. Chacun est différent. Et maintenant, donc c'est la deuxième phase, si vous voulez. Il faut se mettre d'accord sur un plan européen. Ça sera à l'agenda aussi parmi les discussions du Conseil européen la semaine prochaine. Vous qui avez été ambassadeur avant d'Allemagne à l'OTAN, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en fait que l'OTAN est devenue, alors on est en temps de guerre, mais plus important lorsqu'on regarde les choix de défense qui sont faits par les Allemands, plus important que l'Union européenne? Je pense que ce sont des organisations complémentaires. C'est-à-dire complémentaire, ça c'est un langage diplomatique. Non, c'est pas. C'est en fait car l'OTAN est indispensable pour la défense collective de l'Europe. Et dans ces temps très difficiles qui sont caractérisés par la menace russe, il est bien d'avoir une organisation de défense très forte comme l'OTAN. La compétence de l'Union européenne est beaucoup plus vaste. Mais vous voyez bien quand même aujourd'hui que c'est plutôt l'OTAN qui j'ose pas dire gère l'Europe, mais enfin qui en ce moment est l'organisation la plus puissante. L'OTAN a une compétence très limitée, c'est la défense. Et pour le reste, c'est-à-dire pour les questions de migration, questions énergétiques, climatiques, c'est les compétences de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit donc ce sont des organisations complémentaires. Vous avez pourquoi lorsque vous achetez, on sait que vous avez un budget très important, de 100 milliards d'euros pour la défense, donc ça c'est un effort très substantiel pour l'Allemagne. Je crois qu'avec un objectif d'atteindre les 2% qui ont été fixés. Pourquoi est-ce que vous achetez américain? Pourquoi vous n'achetez pas français? On achète français si c'est possible. Ça veut dire qu'on n'a rien. On est une grande puissance quand même en termes d'armement, non? Oui, donc on a travaillé ensemble. C'est la raison pour laquelle on a lancé ensemble ces grands projets dans l'avion de combat futur, le SCAF, c'est difficile. Les MGCS, l'Eurodrone, le char du futur. Donc ce sont des projets structurants pour l'Europe. Ce sont des projets franco-allemands. Est-ce que vous savez, le SCAF aussi franco-allemand espagnol. Et vous n'avez pas acheté de Rafale? Donc le SCAF va remplacer le Rafale et le Eurofighter. Donc on est tout à fait engagé en ce qui concerne l'Europe de la défense. En même temps, donc la Bundeswehr a des déficits en matière de capacité. Il y a une grande urgence là, et d'où la nécessité vraiment d'acheter ce qui est disponible et qui fonctionne. Par exemple, il n'y a pas un hélicoptère de transport lourd en Europe, d'où la nécessité d'acheter un tel hélicoptère aux États-Unis. Mais
de l'autre côté, comme j'ai déjà dit, on est vraiment attaché à cette notion de l'Europe de la défense, à en faire le nécessaire ensemble avec la France. Ouais, monsieur l'ambassadeur, encore 2-3 questions comme ça. Tiens, j'ai oublié de vous demander, il y aura des coupures de courant, des délestages, comme on dit pudiquement en France. Il y aura des coupures de courant prévues en Allemagne? On espère qu'on peut éviter donc, des délestages. Oui, mais donc vous n'en parlez pas. Vous n'avez pas prévenu les Allemands qui pourraient avoir des coupures d'électricité? Non, donc pour le moment, l'approvisionnement en électricité est assuré. Donc pas de risque de blackout? Non. Non. Pourquoi est-ce que vous pourriez revenir sur ce choix du nucléaire plutôt que de faire des centrales à charbon? Pourquoi est-ce que vous revenez pas sur la décision qu'a prise Angela Merkel dans un contexte particulier, parce que c'était au lendemain de l'accident de Fukushima? Le nucléaire, il est hors de question que l'Allemagne y revienne? À mon avis, donc, cette décision de sortir du nucléaire a été prise. Donc, ça a une longue histoire en Allemagne. Donc, cette décision a été prise il y a 10 ans à cause de questions de sécurité, questions de déchets. Et maintenant, la direction est très claire. Donc, on mise sur les renouvelables. Et on va encore... Et sur le charbon, pour une phase transitoire, on va encore prolonger 3 centrales nucléaires jusqu'à l'année prochaine. Ça, on fera. Mais pour le reste, on va miser sur l'accélération des énergies renouvelables et pour une phase transitoire sur le... Mais donc, il n'y a pas de remise en cause, même si aujourd'hui? Non, pas remise en cause. Et en de cela, donc, ça serait très difficile, car même si on prend la décision de revenir sur le nucléaire aujourd'hui, donc les centrales nucléaires donc, ne seront pas prêtes avant 2035. Donc ça ne résoudrait pas le problème d'aujourd'hui. D'accord. Hans-Dieter Lucas, vous disiez quand même, donc le jeu, l'industrie allemande, c'est un peu ce qu'on retient de notre entretien. L'industrie allemande, elle est quand même fragilisée. On voit que la Chine est importante pour elle. Ouais. Donc on a vu la visite de Olaf Scholz. Est-ce que c'est pour ça que vous, contre pas la décision, mais contre la France, aux grandes dames de la France, le port de Hambourg va être en partie cédé à des Chinois? C'est incroyable. Enfin, pour nous, vu de France, ça paraît extraordinaire. Pourquoi cette décision? Vous pouvez nous l'expliquer? Oui, donc il n'y a pas de contrôle chinois sur le port de Hambourg. C'est 24,9, enfin, c'est un petit peu moins de 25. C'est seulement une partie d'un terminal, mais donc Cosco, cette entreprise chinoise, n'a pas de contrôle stratégique sur le port de Hambourg. Donc ça s'inscrit dans notre ligne qui est tout d'abord, dans la Chine est là, elle est encore un partenaire économique très important, donc de ce point de vue, pas de découplage, mais de l'autre côté, il faut vraiment diversifier nos relations économiques, c'est-à-dire réduire aussi donc, des dépendances stratégiques. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Le chancelier était en Chine, mais la ministre des Affaires étrangères est en Inde, le chancelier est en Vietnam. On est en plein processus de diversification. Oui. Diversification, voilà un mot important. Hein. Oui. Diversification, mais pas tellement vers nous, plutôt vers l'Asie, les Chinois et l'Est. Merci beaucoup. L'Allemagne est l'investisseur le plus important en France. Et le reste. Merci d'avoir été avec nous. L'ambassadeur d'Allemagne, donc Hans-Dieter Lucas, était notre invité. Voilà, c'est la fin de ce grand entretien. On se retrouve bien sûr demain. Vous pouvez réécouter en replay, en podcast cet entretien. Tout de suite, François Sorel pour Tech & Co. Bonne soirée. Good Evening Business, la grande interview.